dans mon décret, j'ai découvert que Madame Lissouba, Madame Yombi et la veuve Ngouabi ont été élevées à la dignité de Grand Croix à titre exceptionnel. Ces bonnes dames sont aussi des dignitaires de la République. Alors demain, Madame Lissouba va venir devant là-bas et sera poursuivie. Et la Cour suprême va dire quoi? Ah non, 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 pour éviter de réveiller les vieux démons, que l'UPADS se réveille. Non, ça, au temps de Mokoko d'Abira, on s'était trompé. Donc on applique. Ce ne sera pas la République. Et quand le président de la République prend un acte, Monsieur le Président, il fait des choix politiques. Le président de la République incarne l'intelligence, la conscience et l'aspiration du peuple. Et quand il prend des actes, c'est un choix politique et on assume tous. Demain, on va dire à Madame Lissouba et à Madame Yombi, Madame la veuve Ngouabi, cet acte pris par le président de la République qui vous a élevé au grade de dignitaire, au statut de dignitaire de la République, était une blague politique? Non. Il ne faut pas que le tribunal ou les juges versent dans ces pervers. Monsieur le Président, le juge doit s'assumer. Vous n'êtes pas lié, Monsieur le Président, à la décision de la Cour suprême. Le mal, l'ennemi du juge, c'est le politique et le juge lui-même. Le politique parce que le juge pense qu'il doit vivre ou doit fonctionner sur la base de la pression politique. Le mal du magistrat lui-même, c'est parce que le magistrat ne veut pas prendre son indépendance intellectuelle. Vous êtes des techniciens. Vous rendez votre décision et vous pouvez l'expliquer du point de vue juridique. Vous n'êtes pas soumis à la décision de la Cour suprême. La Cour suprême a pris une décision, la Cour suprême peut se tromper, mais pas vous. Vous avez de la matière parce qu'au niveau de la Cour suprême, nous n'avons pas eu l'occasion de plaider ce dossier. La Cour vous remercie et vous donne acte de votre plaidoirie. Mais la Cour voudrait vous rappeler ceci. Vous plaidez un dossier et vous n'êtes pas ici à un procès de magistrat. Et quand, dans une plaidoirie, vous faites allusion à ce que le magistrat qui perd son indépendance intellectuelle, c'est quand même grave. Et en tout cas, celui que je suis et ceux que je représente n'ont rien perdu de leur indépendance intellectuelle. Alors, ce terme, il faut le retirer. Le retire, monsieur. Merci. Maître Irénée. Monsieur le Président, j'ai peur de vos menaces. Vous êtes en train de dire que l'avocat n'a pas le droit de parler au magistrat. C'est impossible de le dire, parce que l'avocat doit parler de tout le monde. Mais quand on s'adresse au magistrat, on dit tout. C'est pour cette raison que je vais vous surprendre. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. La radio-télévision des droits de l'homme Forum diffuse tout le mois de juin 2022 les cas de violation des droits fondamentaux, notamment des cas de discrimination, des arrestations arbitraires, des détentions abusives, des violations de l'intégrité physique des individus et droits sociaux. Pour marquer les 6 ans de la détention abusive du vainqueur du premier tour de l'élection présidentielle de mars 2016, le Forum Radio-Télévision consacrera ses programmes pour parler de la vie, l'œuvre, le projet de société du général Mokoko, ainsi que son arrestation, sa détention et son procès injuste et irrégulier. Bonjour et bonsoir, chères auditrices et auditeurs de Radio Forum. Nous avons donc la suite de notre émission consacrée aux 6 ans de détention arbitraire du général Jean-Marie Michel Mokoko. Aujourd'hui, nous allons aborder un volet très important, celui
de la mauvaise gouvernance électorale au Congo. Ce qui a été le mobile de son arrestation. Comme vous savez très bien, le général Jean-Marie Michel Mokoko, en février 2016, s'était porté candidat aux élections présidentielles. Et lors de sa candidature, il avait même émis une réserve sur la question de la commission électorale. L'honnêteté de ceux qui devaient diriger justement cette commission électorale. Mais aujourd'hui, 6 ans après, la question demeure. Quelque part, comme le disait le docteur Georges, et finalement, le général Jean-Marie Michel Mokoko a été arrêté pour rien, même s'il y a eu un prétexte, soi-disant qu'il aurait détenu les armes de guerre et munitions. Mais en réalité, le problème, c'est celui de la mauvaise gouvernance, donc de la confiscation du pouvoir. Et on s'apprête, pendant bientôt, dans quelques semaines, pendant ces élections législatives, on s'apprête également à confisquer le pouvoir par des moyens que nous allons développer certainement pour cette émission. Alors, j'aimerais donner la parole au modérateur pour demander à chaque participant d'apporter sa contribution. Cela ne nous empêche pas de faire l'historique également de cette journée du 16 juin 2016 qui a vu le général Jean-Marie Michel Mokoko privé de sa liberté. Merci, Maître Masengo, pour cette présentation sur l'incarcération du leader Jean-Marie Michel Mokoko. Effectivement, en effet, 16 juin 2016, 16 juin 2022, 6 ans pour rien. En effet, nous avons quelques participants à cette émission. Je souhaiterais donner la parole au docteur Georges Ntsiba, qui pourrait peut-être nous donner une approche régalienne des motifs ou des motivations qui ont emmené le général Jean-Marie Michel Mokoko jusqu'à la case présidentielle. Merci en tout cas pour cette parole. Moi, je voudrais souligner quand même que cette date, elle devient emblématique. Elle est symbolique. Et donc, de quel symbole s'agit-il? Il s'agit que tout ce qui se passe, on peut appeler ça de la théâtralité. C'est-à-dire qu'il y a tout un théâtre qui est monté autour de la question des élections. Pourquoi cette théâtralité? Parce que ce qui est visé, c'est qu'on fasse allégeance au pouvoir en place. Et qu'on prend les mêmes et on recommence. Donc, il y a une continuité qui est là. Et pour soutenir cette continuité, c'est ça le symbole. Qu'est-ce qu'un symbole? Un symbole, c'est quelque chose qui vous parle de la réalité telle qu'elle se déploie. Et de l'autre côté, les motivations qui président à cette mise en scène. C'est ça la théâtralité. Et c'est ça un symbole. Et donc, on voit bien que c'est symbolique de l'état de gouvernance électorale et sinon de gouvernance globale de tout le pays. Et on vous fait des dialogues. Avec, au passage, le fait que le mot dialogue, il n'est pas respecté. Il n'y a pas de dialogue. Pourquoi il n'y a pas de dialogue?
Parce qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de prise de parole. Votre parole, elle n'est pas prise en compte. Vous n'avez pas droit au chapitre. Et donc, on vous dicte le modus operandi. Ça doit se opérer comme ça. Hein? Et donc, cette date du 16 reflète toute l'histoire, finalement, du Congo à partir du moment où on a dévoyé les conclusions de la conférence nationale. Docteur Siba, j'aimerais tout simplement rappeler à nos différents intervenants que cette émission est à bâton rompu, que vous avez la possibilité de rebondir si vous souhaitez faire des observations ou compléter un point saillant. Alors, je vois que le doyen Ebenga demande la parole. Non, même si je ne la demandais pas, je crois comme tu as su le dire, Robert, chacun peut rebondir sur ce qui a été dit par son prédécesseur. Et nous avons bien écouté le frère Georges qui a relevé cet aspect théâtral dans la gestion de notre pays. Et il faut le dire tout haut à ses compatriotes qui jouent ce rôle-là dans ce théâtre, que c'est très mauvais ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont des pratiques qui ne sont pas acceptables dans la gestion d'un pays, comme notre leader le dit, un pays qu'ils souhaitent apaiser. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas comme ça des animosités entre les citoyens, surtout des animosités qui sont dues au fait qu'on a un groupe de citoyens qui veulent à tout prix s'accrocher au pouvoir et qui trouvent comme ça l'idée de punir les autres. Punir tout simplement. Faire tout un montage qui conduise à une privation de liberté à un citoyen. Et donc, je crois qu'il faut que les uns et les autres, que les compatriotes comprennent bien que c'est très dangereux cette façon de gérer le pays, que les lendemains, personne ne les maîtrise. Et donc, il faut être dans une gestion correcte, sans intimider les uns et les autres. Et je sais que je vais être un peu plus explicite lorsque je reprendrai la parole un peu après. Donc, je laisse que chacun puisse intervenir. Donc, je crois que la parole peut circuler. Qu'est-ce qui pourrait justifier aujourd'hui cette arrestation du général Jean-Marie Michel Mokoko? Alors, si je peux me permettre de prendre la parole, vous savez, le Congo, en ce moment-là, avait déjà un décor de planté. Le décor étant planté, il n'aurait pas fallu qu'il y ait des éléments qui puissent porter atteinte à l'ordre établi. Le général Mokoko s'étant donc porté garant pour les intérêts de la nation, s'est dit, la nation est en péril, je vais à la rescousse. Et le fait qu'il s'était levé pour sauver la nation en péril, c'est de là qu'est parti justement tous les faits qui ont entraîné à son arrestation. Oui, pourquoi donc le général a été arrêté? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il venait mettre en cause le désordre établi. Parce que le général, c'est un homme d'ordre. Et quand il arrive, là d'où il était, il s'était rendu compte que le pays était en péril. Compte tenu de ce qu'il est, il a pris l'engagement de prendre son bâton de général, si je peux me permettre, pour redresser cet ordre-là. Mais c'était mal vu par ceux qui n'entendaient pas laisser échapper l'aubaine. Parce que pour eux, le pouvoir, c'est leur bien, c'est une propriété privée. Et ils ne voulaient pas s'en dessaisir. D'où le fait qui les a amenés justement à le mettre hors jeu, disons. Déjà, quand il arrive à l'aéroport, il est caillassé. C'était des signes avant-coureurs, comme un avertissement pour dire « Monsieur, vous arrivez, mettez-vous au pas, sinon vous savez ce qui vous attend ». C'est ce qui s'est passé. Le général, à ce jour, est en prison.
Il a été écarté tout simplement parce qu'il savait qu'avec ce monsieur, les choses n'allaient pas se passer comme il l'entendait. Eux, ils entendaient organiser le désordre, c'est-à-dire remettre en cause les principes de la gouvernance en bonne et due forme. Et le fait d'avoir quelqu'un qui devait remettre en cause ce schéma établi, c'était un mal. D'où, justement, le fait que le général se retrouve en prison. Le général a été pour eux un homme qui entraînait un péril en la demeure. Il fallait le mettre aux arrêts, il fallait trouver tous les aspects possibles pour le mettre aux arrêts. Merci, doyen Youlou. En effet, le candidat de l'époque qui avait enlevé son costume de général s'est plutôt présenté en tant que l'élu du peuple. Hein. Il a pris son bâton de pèlerin pour justement conduire ce peuple vers la terre promise avec des principes bien ancrés dans l'homme. Alors, je souhaitais revenir sur une question que j'ai posée à Maître Massengo Thiassé pour nous expliquer un peu sur le plan juridique quels sont les recours possibles ou les voies qu'on aurait pu explorer concernant cette arrestation qui aujourd'hui est arbitraire, puisqu'il y a même eu une notification de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies qui a signifié au Congo de libérer tous les détenus politiques au Congo, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko. Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur un point important. Jean-Paul venait de dire concernant ceux qui veulent confisquer le pouvoir au moyen des élections. Je vais vous faire passer une vidéo de l'ancien Premier ministre Ndongo, c'est-à-dire le ministre de transition, qui parlait des professionnels de la politique, qui sont toujours là accrochés. Chez nous, au Congo, la manière de faire de la politique une profession. Nous avons des frères, des collègues, qui sont en politique depuis qu'ils sont sortis de l'école, depuis qu'ils sont sortis de l'université. Ils ne savent faire que ça. Ils se disent professeurs d'université, mais ils sont incapables d'aller écrire quelque chose. Ils ne font que de la politique. C'est leur métier. Et ça, quel que soit le système, ils feront tout pour qu'ils soient au gouvernement, pour qu'ils soient à l'Assemblée nationale, pour qu'ils soient dans les instances du pouvoir. Donc, faire de la politique une profession. Ici aussi, je crois qu'en France, on est en train d'arriver à ça, parce qu'il y a des gens qui ne font plus que de la politique. Moi, je pense que ça, c'est une maladie. Il faut aller en politique à certains moments, mais il ne faut pas en faire un métier. Bon. Je voulais également aussi rebondir sur un point évoqué tout à l'heure par notre frère Benoît. Le général, en se présentant, il voulait, en tant que général, puisqu'ils étaient deux généraux à se présenter, il faut dire, Sassou Nguesso, il est général. Mais un faux général d'armée, parce qu'il n'a jamais été un général impartial. Il ne connaît pas la nature de ses fonctions. Et c'est dans ce sens-là que le général, quand il s'est présenté, il ne s'attendait pas à ce qu'il soit arrêté. Parce qu'il avait passé toutes les étapes pour que sa candidature soit validée. S'il avait un antécédent concernant la détention des armes ou la participation à un coup d'État,
la Cour constitutionnelle n'allait pas valider sa candidature. Voilà pourquoi nous disons d'abord que c'est un fallacieux prétexte. D'ailleurs, les organes unisiens ont même évoqué ce point important. Les réactions maintenant après que l'ONU a épinglé le Congo-Brazzaville pour sa gestion du dossier judiciaire du général Jean-Marie Michel Mokoko. Le général candidat à la présidentielle de 2016 est condamné au printemps dernier à 20 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l'État intérieure, la sûreté intérieure de l'État. Sébastien Duhamel, bonjour. Bonjour. Le groupe onusien de travail sur la détention arbitraire préconise donc sa libération immédiate, ce qui satisfait bien sûr le camp du général Mokoko, mais c'est un avis infondé, répondent les autorités. Oui, c'est une recommandation forte, nous a dit au téléphone l'avocat français du général Norbert Tricot. Il est satisfait que la détention de Jean-Marie Michel Mokoko soit jugée arbitraire, même s'il déplore que les avis de ce groupe de travail soient uniquement consultatifs, c'est-à-dire qu'ils ne contraignent en rien l'État congolais. Mais cet avis onusien constitue en tout cas un argument supplémentaire pour la défense. Et nous savons très bien que c'est un détenu politique, puisqu'on l'arrête après un scrutin qu'il a gagné au premier tour. Il était en tête au premier tour. On ne l'a pas arrêté avant, plutôt, avant qu'il se présente, on l'a intimidé. On a voulu l'empêcher de se présenter aux autres. Tout le monde a suivi l'accueil qu'il y avait à Maya-Maya. Il a été caillassé, où un de ses collaborateurs va perdre la vie 2 ans après, des suites de cette agression, parce qu'il n'a pas pu bénéficier de soins à l'extérieur. Il avait été empêché de sortir du pays, comme on l'a fait d'ailleurs pour Maître Malonga, qui aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans, depuis que Maître Malonga a été en fait assassiné par empoisonnement. Il est mort le 8 juin 2018, des suites d'un empoisonnement avéré dont il a fait allusion d'ailleurs. J'avais eu un entretien avec lui lorsqu'il était arrêté et qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Brazzaville. On avait fait un enregistrement en direct. On l'avait mis en boîte. Il se sentait mal. À minuit 30, un véhicule automobile de marque Hilux, plein de policiers, habillés certains avec des cagoules, d'autres habillés en tenue et avec des armes. Ils ont fait éruption au commissariat central et quand ils sont arrivés, ils se sont adressés à la garde qui était là pour leur demander de sortir, mettre Malonga de la cellule où nous étions, sans pour ça savoir exactement ce que je devais faire. Je suis sorti à la demande de ces 2 gars qui étaient là, de la cellule, je me suis présenté aux affaires. Tout de suite, ils m'ont dit, nous sommes venus vous chercher, parce qu'on a besoin de vous. Et j'ai demandé, j'ai rétorqué en leur disant qu'il était tard, je ne pouvais pas sortir. Ils ont dit, non, il faut venir avec nous.
criais, il n'y avait personne à mon secours, ils étaient 6 ou 7, 8 à la fois, m'ont poussé jusqu'à aller me faire asseoir dans un fauteuil avant d'abord de sortir, il faut dire, un papier qu'ils ont imbibé de produit, et ils l'ont mis sur ma bouche, ils ont pris le papier, ils ont imbibé d'un produit, et ils ont mis sur mon dos un autre papier imbibé sur le dos. Ce qu'ils me mettaient, ils ont mis le papier sur la bouche, un papier au dos et un autre, bâtiment à l'épaule. Imbibé de produit, je n'ai pas pu voir parce qu'il faisait une nuit, complètement nuit. Mais j'ai entendu des gens qui étaient à côté, qui estimaient l'ordre. J'entendais, il y avait des gens qui venaient de l'extérieur, au moyen des Motorola, où ils leur disaient, oui, le colis avec nous. Qu'est-ce que nous faisons? Il faut l'exécuter. Le colis avec nous, il faut l'exécuter. Le colis avec nous, il faut l'exécuter. Alors, c'est à ce moment que j'ai entendu, ils ont mis en marche leurs armes, ils ont mis les balles au canon, j'entendais les assis, ils ont mis les balles au canon, ils ont appuyé les cagoules sur moi, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je leur ai dit, pour le feindre, pour échapper, je leur ai dit, écoutez, puisque vous voulez que je parle, je vais parler, je vous dis, laissez-moi sain et sauf, et je vous dis, j'ai commencé à broder une histoire comme si que je connaissais Nsou. Alors je vous dis, je connais ni le colonel Nsou, je l'ai déjà vu, notamment au procès du BIC, et en tout cas, en dehors du procès du BIC, je l'ai vu aussi lors du 1er juillet à l'ambassade de France. Alors, c'est en ce moment que finalement, quand je l'ai reproduit l'histoire en disant, voilà, ils m'ont donné 15 millions, et ceci, ils m'ont demandé de faire cela, je leur ai reproduit l'histoire. Dormez debout, hein. D'accord, on va continuer cette enquête, on te ramène au commissariat. Et quand ils m'ont ramené au commissariat, il était 2h30 du matin. Mais les coups qui m'ont fait subir, il n'y a que moi qui le sais. C'était 8 ou 9, ils m'ont fait subir des coups pour me demander de parler. Pendant au moins 1 heure, ils m'ont suivi des coups, me demander de parler. D'ailleurs, au moment où je parle, je pense que le poison qu'ils m'ont mis commence à faire des effets parce que j'ai mal au pied, j'ai mal au bras, et quand la face, je crois que la face est tentée de pouvoir prendre une dimension qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle qui est là d'ordinaire. Donc je dis, le poison qui m'a mis, je crois, commence à produire ses effets. C'est pour cette raison que hier, lorsqu'on m'a transféré à la maison d'arrêt, je me suis fait examiner par le infirmier-major, à qui j'ai expliqué ce qui m'est arrivé. Et je demande tout de suite qu'un médecin me vienne au secours, parce que je risque de perdre la vie, parce que, en tout cas, je profite de cette occasion de dire, si jamais il m'arrive quelque chose, en tout cas, c'est de ce pouvoir-là. Je n'ai jamais souffert de Soudan, je commence à souffrir aujourd'hui, mais si jamais il m'arrive quelque chose, c'est ce pouvoir qui en est responsable. Voilà le récit malheureux des faits que j'ai subis, et nous avons été par la suite présentés au juge d'instruction, qui a pris un mandat de dépôt, qui nous a placé à la maison d'arrêt. Alors, à l'époque, c'est vrai, j'étais vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme. J'avais donc la possibilité, par également les pouvoirs qui étaient les miens, de faire passer un message, d'organiser ce genre d'entretien. Pour marquer les 6 ans de la détention abusive du vainqueur du premier tour de l'élection présidentielle de mars 2016, le Forum Radio-Télévision consacrera ses programmes pour parler de la vie, l'œuvre, le projet de société du général Mokoko, ainsi que son arrestation, sa détention et son procès injuste et irrégulier. Mais pour parler justement de cette arrestation abusive, il faut se dire que sur le plan interne, il faut se dire quand même qu'il y avait une certaine faiblesse au niveau de la défense, parce qu'on aurait pu mettre en difficulté l'accusation. Et il faut se dire également que même si on s'était adressé à la Cour suprême, le bouquin qui a proclamé les élections au niveau de la commission électorale, il est en même temps, à l'époque, il était vice-président de la Cour suprême. C'est après la mort de Tacile Denga qui a pris la présidence de la Cour suprême. Donc, on aurait pu effectivement faire un recours, demander de casser le jugement. En droit international,
le citoyen Jean-Marie Michel Mokoko peut s'adresser à d'autres instances internationales ou régionales, c'est-à-dire le cas de la Cour africaine des droits de l'homme. Moi, j'avais émis le vœu qu'on s'adresse directement au Conseil des droits de l'homme, parce que quand vous avez épuisé tous les recours, vous ne pouvez pas vous adresser à deux autres organes, ou soit on s'adressait à la Cour africaine, ou on s'adressait au Conseil des droits de l'homme. Maître, là on rentre dans un débat purement juridique. Effectivement, nous devons essayer d'éclairer ceux qui nous écoutent. Alors, si on fait un petit résumé de ce que vous venez d'avancer, Mokoko s'est placé du côté du droit. Okay? Alors, moi, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit pour poursuivre dans votre raisonnement. C'est que il a fait appel à la désobéissance civile, par exemple, parce qu'il ne reconnaissait pas les résultats de cette élection à laquelle il a pu participer, alors que cette disposition est prévue par la loi. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses, d'abord, pourquoi ça n'a pas marché, cet appel à la désobéissance civile, et au-delà de ça, quelles sont les solutions que nous pouvons préconiser pour que demain, il n'y ait plus de contestation dans les élections, dans la proclamation, dans l'organisation. Parce qu'on se rend compte que les mêmes causes produisent les mêmes effets. 2002, c'était le même scénario. 2016, c'est le même scénario. Qu'allons-nous connaître en 2026 pour la prochaine échéance? Donc, je crois qu'il faut qu'on essaie également de se projeter, sortir de l'histoire et peut-être envisager l'avenir. Parce que dans mes petites lectures, si je me souviens bien, le slogan de campagne du général Mokoko, c'était « Gagnons ensemble, l'avenir est arrivé ». Donc, je crois que l'avenir, c'est aujourd'hui. Tu as la parole, maître. Oui, mais le général Mokoko avait dit aussi à ceux qui sont à l'extérieur, à ses compatriotes qui étaient à l'extérieur, ne rentrez que lorsque la liberté sera rentrée. Et nous savons très bien que la liberté n'est pas rentrée. Pour faire rentrer la liberté, ceux qui sont à l'extérieur doivent se battre pour imposer la liberté. Et la liberté, on peut l'imposer sur tous les plans. C'est dans ce sens-là que je rebondis sur un point de votre question concernant la désobéissance civile. La désobéissance civile est inscrite dans la législation congolaise, dans les lois congolaises, notamment dans le texte fondamental, même si Sassou, je dis par méconnaissance, par médiocrité, il a retranché cette disposition qui était prévue par la Constitution du 15 janvier 92, parce qu'il a enlevé, mais en fait il a enlevé, il n'a rien fait puisqu'il n'a pas enlevé. Je m'explique. Cette disposition de la désobéissance civile est contenue dans une disposition de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment dans son préambule. Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit ceci. Un des considérants. Il est essentiel que les droits de l'homme soient respectés pour que l'homme ne soit pas contraint au suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. C'est ça la désobéissance civile. Et cette disposition figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est incorporée dans notre Constitution, puisque nous reconnaissons la disposition de la Déclaration. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas précisé comme on l'a mis dans le texte fondamental issu de la conférence nationale, c'est-à-dire la Constitution de 1992. Parce que la Constitution de 2002, que moi je n'ai pas voté au Parlement d'opposition, avait omis cette disposition pour ne pas inciter les Congolais justement à désobéir civilement. Mais alors c'est leur droit fondamental. Tous les pays du monde entier acceptent qu'il y ait une résistance face à une oppression.
on ne condamnera pas ceux qui vont résister contre une gouvernance tyrannique, oppressive. Ça, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Pour ceux qui veulent débattre en disant oui, ces dispositions n'existent plus, mais parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Et je le dis, ils se trompent. Parce que vous savez bien, les traités, les textes internationaux sont supérieurs aux lois nationales. Supérieurs. Lorsque vous incluez dans votre texte national une disposition d'un principe du droit international, c'est le principe du droit international qui prime sur le droit national. C'est là où je dis non. Ne faisons pas vivre les Congolais dans la médiocrité. Et ça, je suis désolé de le dire. Parce que nous avons affaire aux gens qui ne veulent pas appliquer les règles. Regardez quand vous entendez Bruno Itoa, un véritable cancre, qui dit nous allons... Mais déjà le fait de dire ce qu'il a dit, ça prouve déjà que vous êtes de mauvaise foi, que vous ne pouvez pas changer. Vous n'allez pas favoriser l'alternance politique. Nous n'avons pas encore fini de développer ce pays. Nous n'avons pas encore fini de développer nos localités. Nous n'avons pas encore fini de faire de ce pays un pays émergent. C'est ce que veut le président de la République. Et donc, tant qu'on n'a pas fini, Tokotika a pété. Tant qu'on n'a pas fini, Tokotika a pété. Faillira pas, nous irons jusqu'au bout du monde. Le PCT ne faillira pas. Oui, oui, oui. Non, non, non. Ne faillira. Par votre comportement, par votre arrogance, regardez toutes les listes qu'ils ont composées. Peut-être nous allons revenir sur ça. Parce que c'est ça le débat. Le débat d'aujourd'hui devait beaucoup plus se focaliser sur ce qui a fait que le général Mokoko soit emprisonné. Il a été emprisonné, c'est pas parce que on lui a fait porter une accusation qui est fallacieuse, c'est-à-dire détention des armes de guerre et munitions et qui voulait faire un coup d'État, alors que cette affaire avait été réglée. Mais au fond, c'est parce qu'il a contesté les résultats des élections qui lui donnaient, qui lui permettaient d'être en tête avec 37% de suffrage au premier tour, alors que Sassoon n'avait que 8%. Paco, Parfait Kolila, 19%. Tatima Biala, je crois, 17%. Kombi Samissa, peut-être 13%. Donc, nous connaissons, nous, ce qui s'est passé. Et le PCT l'a reconnu aussi. Par après, puisque tout le monde le sait, qu'ils avaient triché. En 2016, vous dites vous-même que c'était peut-être pas positif pour le candidat du Parti congolais du travail. Mais c'est ce qu'on appelle les mabakou de la vie. Mabakou. Vous voyez ce que c'est? C'est les incidents de parcours dans toute une vie politique. Donc, cela est arrivé. Tout sera fait pour que cela n'arrive plus. Donc, le général Mokoko est arrêté arbitrairement, abusivement, détenu, aujourd'hui abusif. Il a été jugé par un tribunal aux ordres. Hier, j'ai entendu un journaliste dire la Cour suprême a annulé. Non! La Cour suprême n'a pas annulé ce décret, cette immunité. La Cour suprême a déclaré non avenue la disposition, l'article 11 qui confère l'immunité à l'accusé, mais alors par voie réglementaire. Or, il est suffisamment acquis que les immunités sont du domaine de la loi. Il n'y a que la loi qui distribue les immunités
Il n'y a que la loi seule qui les retire. C'est pourquoi la Cour suprême, constatant que cette immunité a vu le jour par voie réglementaire, a recadré les choses en disant il n'appartient à personne de dicter une immunité par voie réglementaire. Systématiquement, on a déclassé et le débat devait suivre son cours, non? Mais à vouloir s'accrocher la dénonciation de l'arrêt de la Cour suprême, c'est vouloir jouer à un dilatoire qui finalement se raconte soi-même. Monsieur le Président, l'infraction d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, quand on agit au nom de la République, quand on veut recadrer les choses au nom de la République, on doit le faire sous mandat. Ils n'ont pas eu le mandat. Et puis ce soit dans un cabinet d'avocats en France. Cette prise de pouvoir, ils le disent depuis la France. La simulation a été faite ici. Alors, pourquoi on devra penser aujourd'hui que on ne peut pas être plus royaliste que le roi? Il a reconnu, oui, c'est une vidéo réelle, je reconnais mon image. Vous voulez renronner, c'est quoi cette histoire-là? C'est réel, l'histoire de la vidéo est réelle. Et comme elle est réelle, comme elle vise le renversement des institutions, c'est tout à fait fondamentalement, inéluctablement, indéfectiblement constitutif d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, parce que on ne peut pas comprendre que l'État a des lois, a des règles qui organisent son fonctionnement, et lorsqu'on ne se conforme pas à ces lois, à ces lois de fonctionnement et d'organisation, on se met sur la piste qui finira par vous placer devant la justice. Tel est le cas. Alors, l'effet d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État étant constitué, amplement constitué, à l'encontre de l'accusé Jean-Marie Michel Mokoko, amplement constitué. Pourquoi? Parce que je ne suis pas allé sur d'autres points. J'ai fixé, j'ai ciblé les points névralgiques. Il a reconnu l'effectivité de la vidéo. Il a dit à un interrogatoire que l'affaire a été traitée en famille. Quand il dit que l'affaire a été traitée en famille, ça veut dire qu'elle a d'abord existé. Avant d'être traitée en famille, elle a d'abord existé. Nous devons nous poser la question de savoir quelle est la compétence de la Cour suprême. Est-ce que la Cour suprême a pour compétence de statuer sur l'applicabilité ou l'application d'une disposition, d'un acte réglementaire? Je dis non. Je me permets, Monsieur le Président, de vous lire, il faut que je retrouve, de vous lire, Monsieur le Président, les dispositions de la loi portant réorganisant la justice qui détermine, Monsieur le Président, les pouvoirs de la Cour suprême. Alors, il s'agit de la loi numéro 17-99 du 15 avril 1999, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 025-92 du 20 août 1992 et la loi numéro 30-94 du 18 octobre 1994 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême. L'article 4 nouveau dit ceci. La Cour suprême se prononce sur les pouvoirs en cassation pour incompétence, violation de la loi, de la coutume et des principes du droit dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort et en toute matière par toutes les juridictions et par les organismes administratifs à caractère juridictionnel, ainsi que contre les décisions ou les recommandations exécutoires des conseils d'arbitrage ou des commissions de recommandation et contre les sentences arbitrales qui sanctionnent le règlement des conflits soumis à des clauses compromissoires. Voilà les compétences, la compétence et les pouvoirs de la Cour suprême. Est-ce que dans ce pays, parlant de la République, il ne s'agit pas ici des intérêts de Mokoko, l'intérêt de Dabira? Ils seront jugés, peut-être condamnés, mais la République continuera.
à survivre. Il s'agit ici des intérêts de la République, des textes de la République. Un acte administratif pris par le président de la République. La Cour suprême, est-ce qu'il faut appeler ça comme abus de compétence et aller en dehors de ses compétences et à statuer sur un acte administratif, disons que l'article 11 ne peut pas être appliqué parce que inconstitutionnel, disons que les privilèges et les immunités sont du domaine de la loi. Monsieur le Président, je ne dirais pas que c'est du mensonge juridique, non. Je ne me permettrai pas de le dire, je dirais que c'est une contre-vérité juridique. Dans la mesure où ce décret a été pris sous l'empire de l'acte fondamental. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé l'acte fondamental. L'acte fondamental du 24 octobre 1997. Quand je vous avais dit que je serais lent, effectivement je serais lent. Je vous lis à l'article 54 de l'acte fondamental qui détermine les matières qui sont du domaine de la loi. Vous allez entendre nulle part mentionner les immunités ou les privilèges. Voilà ce que l'article 54 dit. Sont du domaine de la loi la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques, les suggestions imposées pour la défense nationale aux citoyens en leur personne ou en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions, la détermination des crimes, des délits et des contraventions de 5e classe ainsi que des peines qui leur sont applicables, l'organisation de la justice et la procédure suivie devant la juridiction. Et pour l'exécution des décisions de justice, le statut de la magistrature et le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature. Continue. L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts de toute nature, les emprunts et les engagements de l'État, le régime d'émission de la monnaie, le statut général de la fonction publique, le travail et le régime de sécurité sociale, la nationalisation et la dénationalisation, le plan de développement économique et social, l'environnement, le régime de propriété, la création des établissements publics. La loi détermine également les principes fondamentaux de l'organisation de la défense nationale, de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'État et des collectivités locales, de l'aménagement du territoire, de la mutualité et de l'épargne, du régime des transports et des télécommunications, de l'enseignement et de la santé, de la science et de la technologie, de la culture, des arts et des sports. L'article 55 dit « La loi détermine l'organisation de la force publique qui comprend l'armée nationale, la police nationale, la gendarmerie nationale. Elle définit les statuts particuliers des personnels militaires, police et gendarmerie. » Ce qui est important, c'est que l'article 58 dit « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi sont du domaine réglementaire. » Les matières autres qui sont du domaine, je reprends, les matières autres que... S'il vous plaît, maître accusé d'Abura, vous pouvez vous asseoir convenablement. Merci, comme ça, voilà. Allez-y. L'article 58, je reprends, dit « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi sont du domaine réglementaire. » Dans les matières autres, on peut insérer les immunités et les privilèges. De quel droit la Cour suprême peut se dire que le président de la République, en ce moment-là, à la date pendant l'année 2001, au moment où il prenait cet acte, a pris un acte illégal? C'est manquer de la courtoisie républicaine à l'égard du chef de l'État et des services de la présidence. J'ai, Monsieur le Président, fait des recherches pour savoir exactement quel est le service qui s'occupe de la préparation des textes réglementaires. Alors, j'ai découvert le décret numéro 92-325 du 1er juillet 1992 portant attribution et organisation du secrétariat général du gouvernement. À l'article 1er, on dit les attributions. Le secrétaire général du gouvernement est l'organe technique, le secrétariat général du gouvernement est l'organe technique
qui assiste le Conseil des ministres dans l'exercice de ses attributions. Plus loin, dans ses attributions, il est chargé notamment de être le conseil juridique du gouvernement et de chacun de ses membres. Il y a une autre attribution. Il vérifie, enregistre, publie, notifie et diffuse les actes administratifs et les conserve les originaux. Ce qui veut dire qu'il y a tout un service de l'État qui prend des mesures juridiques. Ils ont même un service, une direction juridique. J'ai vu. À l'article 15 dit, la direction juridique est chargée et animée par un directeur. Elle est chargée notamment de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires soumis au Conseil des ministres. Donc il y a tout un service qui vérifie si l'acte préparé, l'acte soumis à la signature du président de la République est conforme. Cet acte administratif qui n'a pas été annulé continue à produire ses effets. Ce n'est pas par une décision de la Cour suprême que les effets d'une disposition de cet acte peut être suspendu parce que ça n'a pas été annulé. Donc une Cour suprême s'octroie des pouvoirs et on va assister à l'ébranlement de la République. Non, c'est un débat, on doit débattre. La Cour suprême n'est pas compétente, il faut que l'opinion l'entende et le constate, n'est pas compétente pour dire que telle disposition d'un acte administratif ne peut pas être appliquée. Qu'un acte pris par le président de la République est illégal. On ne va pas quand même diminuer ou encore salir l'institution présidentielle pour régler le problème de Moukoko ou de Dabira. C'est une république, la République va continuer, Monsieur le Président. Vous savez, Monsieur le Président, j'ai un décret, j'ai été élevé au grade de chevalier dans l'ordre de la paix à titre exceptionnel par le président de la République pour avoir été l'avocat du révérend pasteur Toumi et contribuer à la recherche et à la conservation de la paix. Mais dans mon arrêté, Monsieur le Président, je dois l'avoir ici, je vous le produis, dans mon décret, j'ai découvert que Madame Lissouba, Madame Yombi et la veuve Ngwabi ont été élevées à la dignité de Grand Croix à titre exceptionnel. Ces bonnes dames sont aussi des dignitaires de la République. Alors demain, Madame Lissouba va venir devant la barre, elle sera poursuivie. Et la Cour suprême va dire quoi? Ah non, 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 pour éviter de réveiller les vieux démons, que l'UPADES se réveille. Non, ça, au temps de Moukoko et d'Abira, on s'était trompé. Donc on applique. Ce ne sera pas la République. Et quand le président de la République prend un acte, Monsieur le Président, il fait des choix politiques. Le président de la République incarne l'intelligence, la conscience et l'aspiration du peuple. Et quand il prend des actes, c'est un choix politique et on assume tous. La Cour suprême n'a pas compétence de contrôler les actes du président de la République. C'est un acte administratif. Si on veut, on peut plus l'annuler, Monsieur le Président. Les 2 mois sont passés. Tout ce qu'on peut faire, à la limite, c'est que le président peut prendre un autre acte pour modifier ou supprimer certaines dispositions de cet acte. Mais on ne peut pas l'annuler. Les effets continuent à produire leur effet. Cet acte continue à produire ses effets juridiques. On doit l'appliquer. Demain, on va dire à Madame Lissouba et à Madame Yombi, Madame la veuve Ngwabi, cet acte pris par le président de la République qui vous a élevé au grade de dignitaire, au statut de dignitaire de la République, était une blague politique? Non. Il ne faut pas que le tribunal ou les juges versent dans ces pervers. Monsieur le Président, le juge doit s'assumer. Vous n'êtes pas lié, Monsieur le Président, à la décision de la Cour suprême. Le mal, l'ennemi du juge, c'est le politique et le juge lui-même. Le politique parce que le juge pense qu'il doit vivre ou doit fonctionner sous la base de la pression politique.
Le mal du magistrat lui-même, c'est parce que le magistrat ne veut pas prendre son indépendance intellectuelle. Vous êtes des techniciens. Vous rendez votre décision et vous pouvez l'expliquer du point de vue juridique. Vous n'êtes pas soumis à la décision de la Cour suprême. La Cour suprême a pris une décision, la Cour suprême peut se tromper, mais pas vous. Vous avez de la matière parce qu'au niveau de la Cour suprême, nous n'avons pas eu l'occasion de plaider ce dossier. On vous produit, Monsieur le Président, des éléments nécessaires pour vous permettre de constater qu'il y a eu immunité et de tirer les conséquences de droit qui s'imposent. Les conséquences de droit, c'est de dire qu'il n'y a pas lieu à poursuivre le général Norbert Dabira. Voilà, Monsieur le Président, les observations que j'entendais faire dans cette affaire. La Cour vous remercie et vous donne acte de votre plaidoirie. Mais la Cour voudrait vous rappeler ceci. Vous plaidez un dossier et vous n'êtes pas ici à un procès de magistrat. Et quand, dans une plaidoirie, vous faites allusion à ce que le magistrat qui perd son indépendance intellectuelle, c'est quand même grave. Et en tout cas, celui que je suis et ceux que je représente n'ont rien perdu de leur indépendance intellectuelle. Alors, ce terme, il faut le retirer. Le retire, monsieur. Merci. Il n'y a pas un autre qui entend prendre la parole du côté de la partie de Manderès, de l'exception bien sûr. Maître Irénée. Monsieur le Président, j'ai peur de vos menaces. Vous êtes en train de dire que l'avocat n'a pas le droit de parler au magistrat. C'est impossible de le dire, parce que l'avocat doit parler de tout le monde. Mais quand on s'adresse au magistrat, on dit tout. C'est pour cette raison que je vais vous surprendre ce matin. Nous ne savons pas comment nous nous retrouvons subitement dans cette salle. Nous, les avocats de la défense, jusqu'à hier minuit, moi je surveillais ma montre, on n'a pas eu le dossier. Il n'a jamais été mis à notre disposition. C'est grave. Mais si je dis il n'a pas été mis à notre disposition, je parle de qui? Du magistrat. Mais je n'ai pas dit qu'ils ont failli. Mais je répète, j'insiste, je persiste à dire que le dossier n'a pas été mis à notre disposition. Vous plaidez l'exception. C'est pour cette raison que je vous demande, au même temps que vous prononcerez sur la demande réaliste de mon excellent confrère qui m'a précédé, vous nous accorderez 10 minutes pour qu'on puisse voir le dossier qui vous a été soumis par le parquet. Et à nous, par contre, nous devons avoir les mêmes chances. Je tenais à dire ceci. C'est peut-être une erreur de menuiserie que le parquet se retrouve au même niveau que vous. Nous sommes deux parties au procès. Le parquet et nous avons les mêmes chances. Ils ont eu le dossier, nous on n'a pas eu le dossier. Monsieur le Président, je ne veux pas vous énerver. Je crois qu'on s'est compris. Nous avons droit à regarder le dossier. Merci. Nous constatons que vous avez fait une observation alors que nous étions sur une exception. Mais enfin, on vous le concède. Mais le dossier de la procédure, il était au greffe. Il vous suffisait de vous adresser au greffe pour l'avoir. Merci. Plus d'autres personnes pour prendre la parole de votre côté? Monsieur le procureur général. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, mesdames, messieurs les jurés, gâchis de temps, gâchis.
perte de souffle pour la défense, qui, dans son intervention, pense qu'il faille s'accrocher derrière une question de droit définitivement tranchée. J'ai fait observer dernièrement que les juridictions nationales sont situées à des degrés divers. Il y a les juridictions de premier degré, de deuxième degré et finalement la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction de ce pays. Autant on vous fait observer que la Cour suprême n'avait pas la compétence de traiter de cette question d'immunité, autant nous retournons à la défense l'idée que vous, Cour criminelle, n'avez pas le droit de censurer les décisions issues de la plus haute juridiction du pays. Le collègue va me compléter dans nos interventions. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Monsieur la Cour, Maître Jean-Philippe Esso ainsi que Maître René Malonga ont soulevé devant votre Cour une exception. Ils excipent notamment de ce que leur client, Monsieur le Général Norbert Dabira, est dignitaire de la République et qu'il est investi d'une immunité et que par conséquent, il n'est pas justiciable devant votre Cour tant que cette immunité n'ait encore été levée. Monsieur le Président, quand nous avons suivi attentivement Maître Jean-Philippe Esso, il a fait allusion au dossier déjà connu et il a abondamment lu un attendu de la Cour suprême. Et Monsieur le Président, Monsieur la Cour, c'est un dossier en point de ressemblance. Le point de ressemblance, c'est que dans le premier dossier comme dans le deuxième, ils ont été par voie réglementaire faits dignitaires de la République et qu'en vertu de l'article 11 du décret 2011-179 du 10 avril 2001 portant création et organisation des conseils des ordres, il devait donc être bénéficiaire justement des dispositions de l'article 11. Mais Monsieur le Président, ces deux dossiers ont un point différent. C'est lequel? Dans le premier dossier, votre Cour était saisie par arrêt de renvoi de la Cour de la Chambre d'accusation de votre Cour. Par contre, dans le dossier présent, votre Cour est saisie par les réquisitions du parquet général, de saisine directe de votre Cour. Voilà le point de différence. C'est ainsi que nous allons mettre de côté, pas par mépris, l'arrêt de la Cour suprême, mais nous allons mettre à votre disposition un certain nombre d'éléments. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs la Cour, l'article 37 du Code de procédure pénale, nous n'avons pas envie de donner lecture, mais nous disons, ou définir ce qu'on entend par crime flagrant, défini comme étant un crime qui se commet actuellement, comme étant un crime qui vient de se commettre dans un laps de temps, comme étant un crime qui s'est commis, mais il y a encore la clameur, comme enfin étant un crime qui a été commis dans un domicile et que les habitants aient fait recours soit au procureur de la République, soit aux officiers de police judiciaire. Ça, c'est la définition du crime flagrant. Mais il y a aussi la procédure. Et la procédure est imprimée par l'article 55 de ce même code. En fait, quand Monsieur le procureur de la République a reçu les dossiers de la procédure et les déférés, il se substitue au juge d'instruction et accomplit les actes d'instruction. Notamment, il inculpe la personne déférée
et place la personne sous mandat de dépôt. C'est ce qu'il a fait. Et certains doctrinaires vont même plus loin pour dire qu'il accomplit tous les actes d'instruction. Monsieur le Président, contre le procureur de la République, a choisi la voie du crime flagrant, c'est qu'il n'a pas voulu surcharger inutilement le cabinet d'instruction. Et il estime que les faits sont constants. A donc saisi le parquet général, qui en dernier ressort vous a saisi par réquisition dont lecture venait d'être donnée par le greffier audiencier. Monsieur le Président, que requiert la procédure du crime flagrant? La procédure du crime flagrant, c'est la rapidité, la célérité. Et quand elle est d'application, ils le savent, ceux qui ont soulevé cette exception. Il est permis de marcher sur certains principes. Et pour mémoire, Monsieur le Président, vous savez que les députés et les sénateurs, ils sont investis de l'immunité aussi, en sorte qu'ils ne peuvent être poursuivis que si on a levé cette immunité. Et Monsieur le Président, l'article 15 de la Constitution dit que tous les citoyens congolais sont égaux en droit. Permettez, Monsieur le Président, que nous puissions donner lecture de deux dispositions de la Constitution en vigueur. Nous commençons par l'article 130 qui dispose « Aucun député ne peut être poursuivi ni recherché, ni détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » Deuxième alinéa. « Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation. » On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Mes chers amis, nous sommes donc obligés d'arrêter cette première partie après le réquisitoire du parquet et la réplique des avocats du général Dabira, qui notamment Maître Isso et Irénée Malonga, qui ont eu le mérite de soulever les exceptions. Ces deux avocats ont insisté et soulevé une exception d'incompétence, voire de procédure en matière d'inconstitutionnalité. Moi, j'aime. T'as voté Jean-Marie Mokoko, t'as voté Général Mokoko, t'as voté Jean-Marie Mokoko, t'as voté Général Mokoko, t'as voté. Toko voté yo, papa Jean-Marie Michel Mokoko, yo zali mwana mboka Congo. Toponi yo, papa Jean-Marie Michel Mokoko, yo zali gwagwa ya démocratie. Toko voté yo, papa Jean-Marie Michel Mokoko, yo zali mwana mboka Congo. Toponi yo, papa Jean-Marie Michel Mokoko, yo zali gwagwa ya démocratie. Ton voté,
basi baleli ngai na mosika mawe esalaki ngai nalingi mboka na ngai Kongo yango wana nazongi mboka yango wana nazongi mboka Forum FM 105. Moi j'aime.